Je m'appelle Raphaël et j'ai 34 ans. Pendant longtemps, j'ai cru vivre une relation solide, fondée sur la confiance et le soutien mutuel. En réalité, j'étais juste un distributeur automatique de billets doublés d'un soutien émotionnel. Je travaille pour une entreprise de logiciels de santé à Lyon, en France. Le salaire est confortable. Et mon emploi est stable. Ma compagne, Chloé, avait 31 ans. Nous étions ensemble depuis plusieurs années avant que je ne réalise qu'elle me prenait pour un imbécile. Nous nous étions rencontrés par l'intermédiaire d'amis communs lors d'une soirée, et nous avions commencé à sortir ensemble peu après. À l'époque, Chloé travaillait dans le marketing pour une start-up technologique, gagnait bien sa vie, avait son propre appartement et semblait avoir une vie bien rangée. Elle était sociable et pleine de vie. Je l'aimais sincèrement. Nous parlions vaguement de mariage, d'acheter un appartement ensemble et de fonder une famille. Puis, environ 2 ans après le début de notre relation, Chloé a été licenciée. Une vague de suppression de postes dans toute l'entreprise, des réductions budgétaires qui ont éliminé tout son service. Elle était dévastée. Ce qui est compréhensible. Son travail représentait une grande partie de son identité. Elle s'est lancée en freelance par la suite. Conseil en marketing. Gestion de réseaux sociaux pour petites entreprises, création de contenu. Elle courait après les clients, jonglant avec des revenus provenant de sources multiples. C'était instable, stressant et ses revenus étaient très irréguliers. Je l'ai soutenue pendant cette période. Moralement d'abord, en l'écoutant se plaindre de ses clients difficiles, en célébrant chaque nouveau contrat, et en la rassurant sur le fait qu'elle retrouverait bientôt une stabilité. Et financièrement, j'ai commencé à prendre en charge une plus grande partie de nos dépenses communes. J'ai réglé son loyer en entier à plusieurs reprises lorsque ses revenus étaient particulièrement bas. J'ai payé les courses presque systématiquement. J'ai assumé les sorties au restaurant, les factures d'énergie. Et toutes ces petites dépenses qui s'accumulent. Cela ne me dérangeait pas à l'époque. Une relation, c'est avant tout un partenariat. Parfois, l'un a besoin de plus de soutien et on le lui apporte parce qu'on a confiance, en se disant qu'elle ferait de même pour nous. Environ 4 mois après son licenciement, Chloé m'a demandé un prêt. Elle en a parlé avec hésitation, expliquant qu'elle avait pris du retard sur certaines factures. Sa voiture avait besoin de réparation coûtant environ 1 500 €. Le loyer approchait et elle n'avait pas décroché assez de contrats ce mois-là pour le couvrir. Elle était stressée et gênée de demander, mais elle avait besoin d'aide. Elle m'a demandé 4 000 €, affirmant que cela couvrirait tout. La voiture, le loyer, et des factures de carte bleue en retard. Elle m'a promis de me rembourser intégralement une fois qu'elle aurait reçu son remboursement d'impôt, prévu dans quelques mois. Je n'ai pas hésité. Je lui ai dit que bien sûr, je l'aiderais. J'ai transféré l'argent le soir même, 4 000 € de mon épargne vers son compte. Je lui ai envoyé un message juste après, virement des 4 000 € effectués. Rembourse-moi quand tu recevras ton remboursement d'impôt. Pas d'urgence. Je t'aime. Elle a répondu, merci infiniment. Je te promets de te rembourser dès que l'argent arrive. Tu me sauves littéralement la vie. Bisous. Les semaines sont devenues des mois. Le travail en freelance de Chloé restait irrégulier. J'ai continué à la soutenir financièrement en couvrant la majorité de ses frais de vie. Puis, environ 2 mois après lui avoir prêté l'argent, elle a mentionné, l'air de rien, que son remboursement d'impôt était arrivé. Elle était ravie, disant que cela allait lui permettre de respirer un peu. Elle n'a pas parlé de me rembourser. J'ai attendu quelques jours, pensant qu'elle avait peut-être des dépenses immédiates à régler. Une semaine a passé, toujours rien.
J'en ai parlé doucement un soir, dis-moi, maintenant que tu as reçu ton remboursement, on peut parler du remboursement de ce prêt. L'expression de Chloé a changé, elle est devenue immédiatement défensive. Elle a affirmé avoir dû utiliser cet argent pour d'autres choses urgentes, qu'elle était toujours en retard sur ses paiements, qu'elle me rembourserait plus tard, mais pas maintenant. J'ai dit que je comprenais, tout en lui rappelant que je posais la question parce qu'elle m'avait expressément promis de me rembourser des réceptions de cet argent. Elle s'est irritée, disant que je lui mettais la pression et qu'elle n'appréciait pas de devoir culpabiliser alors qu'elle était déjà stressée par ses finances. J'ai laissé tomber, je ne voulais pas en faire une affaire d'État. Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer des choses chez elle. J'ai vu qu'elle avait acheté plein de nouveaux vêtements. Pour quelqu'un qui est censé être en difficulté financière, ce ne devrait pas être la priorité. J'ai repéré un sac à main de marque qui coûtait au moins 600 €. D'après nos conversations, je pouvais en déduire qu'elle sortait avec ses amis plusieurs fois par semaine. Elle dépensait son argent comme si elle en avait, tout en me devant 4 000 € et en prétendant être fauchée. À ce stade, j'étais déçu par son comportement irresponsable. J'ai tenté d'aborder le sujet du remboursement. Une fois de plus, un mois plus tard. À nouveau, elle est devenue défensive. À nouveau, elle m'a accusé de ne pas la soutenir et de lui mettre la pression. Pendant une période difficile. J'ai lâché l'affaire. J'ai commencé à me dire que je ne reverrai probablement jamais mon argent. Puis, environ 6 mois après le prêt, j'ai découvert que Chloé me trompait. Je l'ai appris alors qu'elle était chez moi et que nous avons commandé à manger avec son téléphone. J'ai malencontreusement laissé l'application ouverte alors que le téléphone était avec moi, et une notification est apparue en haut de l'écran. Le message n'avait rien de platonique. En l'ouvrant, il n'y avait plus aucun doute sur ce qui se passait. Il y avait des projets de rendez-vous, des références à des moments passés ensemble, ainsi que des photos et vidéos échangées. Je suis resté là à lire suffisamment de messages pour comprendre parfaitement la situation. Il se voyait depuis au moins 6 semaines, peut-être plus. Le lendemain soir, alors que Chloé se préparait à partir, je l'ai confrontée calmement. Je lui ai dit que j'avais vu les messages. Elle n'a pas nié, mais elle s'est mise en colère, comme si c'était moi qui avais mal agi en regardant son téléphone. Elle a dit que notre relation était morte depuis des mois de toute façon, et qu'elle avait besoin de l'attention que je ne lui donnais pas. J'étais effondré en entendant cela. Je lui ai dit que c'était terminé, et qu'elle devait venir chercher le reste de ses affaires. Elle a accepté froidement. Alors qu'elle rassemblait ses effets personnels, j'ai abordé le sujet de l'argent avant que tu partes. Il faut qu'on parle des 4 000 € que tu me dois. Chloé s'est figée, m'a regardé avec une expression calculatrice, je ne les ai pas en ce moment. Je sais, mais nous devons établir un échéancier. Quand peux-tu commencer à me rembourser? Elle a posé le sac qu'elle était en train de remplir, Raphaël. Tu vas vraiment me réclamer de l'argent maintenant, alors qu'on est en train de rompre? J'ai répliqué, tu as emprunté 4 000 € et tu as promis de me rembourser. La fin de notre relation n'efface pas cette dette. Son visage s'est durci, je te rembourserai quand je pourrai. Ne me mets pas la pression. Je ne te mets pas la pression. Je demande un calendrier raisonnable. Tu me fais peur, a-t-elle lâché soudainement. J'ai cligné des yeux, confus. Quoi? Tu es agressif à propos de cet argent. Ça me fait me sentir menacé. Je reste calme, ai-je répondu. Je veux juste savoir quand tu rembourseras ce que tu as emprunté. Elle a attrapé son sac et s'est dirigée vers la porte, j'ai besoin d'espace. Cette conversation me met mal à l'aise. Elle est partie. Je suis resté dans l'appartement, essayant de comprendre ce qui venait de se passer.
Ce revirement soudain, affirmant que je la mettais en danger, semblait totalement manipulatoire, mais je ne savais pas encore comment l'interpréter. La semaine suivante, Chloé a continué sa vie. J'ai évoqué le remboursement une fois de plus par SMS un mois après, nous devons toujours discuter des 4 000 € que tu me dois. Peut-on établir un plan de remboursement? Sa réponse, arrête de me harceler pour de l'argent. Je t'ai dit que je te rembourserai quand je pourrai. Je lui ai dit que je ne la harcelais pas, je demande le remboursement d'un prêt documenté. Elle a répondu, tu me mets la pression et ça doit s'arrêter. Je devenais frustré. Mais j'ai essayé de rester maître de moi, ce n'est pas du harcèlement. C'est moi qui demande le remboursement d'une somme que tu me dois légalement. Aucune réponse. 2 jours plus tard, vers 20 h, j'ai décidé de passer chez elle. Je voulais simplement parler en personne et trouver un plan de remboursement raisonnable. Je n'étais pas en colère, je voulais juste une résolution, car il est hors de question que je fasse une croix sur une telle somme pour quelqu'un qui m'a trompé. J'ai frappé à sa porte, attendu, frappé à nouveau. J'entendais du mouvement à l'intérieur, je voyais une lumière allumée dans ce qui semblait être sa chambre. Chloé, je sais que tu es là. Je veux juste parler de l'argent que tu me dois. Peux-tu s'il te plaît t'ouvrir? Rien. J'ai frappé une fois de plus, je ne partirai pas tant qu'on n'aura pas eu cette discussion. Tu as emprunté 4 000 €. Tu as promis de rembourser. Il faut régler ça. J'ai vu un mouvement derrière le rideau de sa chambre. Elle était là, elle m'entendait certainement, mais refusait de venir à la porte. Après 10 minutes. Entre mes coups à la porte et mon insistance, elle m'ignorait totalement. J'ai fini par abandonner et je suis parti. Frustré, mais pas inquiet. Je me suis dit que j'essaierais une autre approche. 3 jours plus tard, j'ai reçu une signification par huissier à mon domicile, une ordonnance de protection temporaire déposée par Chloé. Je l'ai lue avec une incrédulité grandissante à chaque ligne. Elle prétendait que je la harcelais depuis des semaines, que je me présentais chez elle sans invitation, que je proférais des menaces financières et que je la faisais se sentir en insécurité. Elle avait inclus une déclaration écrite me décrivant comme agressif et menaçant, affirmant qu'elle craignait pour sa sécurité et avait joint un enregistrement audio de la soirée où je suis allé chez elle. Sur l'enregistrement, on pouvait m'entendre dire « Je ne partirai pas tant qu'on n'aura pas eu cette discussion ». Sorti de son contexte. Cela semblait vaguement menaçant. Mais elle l'avait monté, supprimant les passages où j'étais calme et raisonnable. Elle l'avait fait passer pour de l'intimidation alors que je ne faisais que demander le remboursement d'une dette légitime. L'ordonnance était temporaire, valable jusqu'à une audience au tribunal prévue dans 3 semaines. Pendant ce temps, j'avais l'obligation légale de rester à distance. Aucun contact. Interdiction d'approcher son domicile ou son lieu de travail. Ni SMS, ni appel, ni email, ni réseaux sociaux. Toute violation entraînerait mon arrestation. Je suis resté assis dans mon appartement avec ses documents, essayant de réaliser ce qui arrivait. Elle avait transformé le système judiciaire en arme contre moi. Elle utilisait une ordonnance de protection, censée protéger les véritables victimes de harcèlement ou de violence, pour éviter de rembourser une somme qu'elle devait légalement. Mon premier instinct fut la colère. Je voulais l'appeler, lui envoyer un message, lui dire que c'était insensé et qu'elle savait très bien que c'était faux. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que c'est exactement ce qu'elle voulait. Que je viole l'ordonnance pour faire face à des conséquences pénales. À la place, j'ai élaboré une stratégie. D'abord, j'ai rassemblé chaque preuve du prêt. L'échange de SMS original où elle demandait l'argent et promettait de rembourser. Le virement bancaire prouvant que je lui avais envoyé 4 000 €.
Son texte indiquant qu'elle me rembourserait avec son remboursement d'impôt. Des captures d'écran de nos échanges ultérieurs où je demandais le remboursement. Et où elle était évasive ou défensive. Tout a été organisé chronologiquement. Dans un dossier numérique et imprimé en plusieurs exemplaires. Ensuite, j'ai passé au peigne fin toutes nos communications, SMS, réseaux sociaux, email, à la recherche de la moindre preuve de menace ou de harcèlement de ma part. Il n'y avait rien. Chaque message que j'avais envoyé était calme et raisonnable. Je demandais le remboursement, certes, mais sans jamais menacer. Jamais agressif. La seule chose qu'elle possédait était cet enregistrement audio monté de là. Seule fois où je suis allé chez elle. Et même là, dans le contexte complet, il s'agissait simplement de ma demande de discussion concernant la dette. Puis, j'ai engagé un avocat. J'ai trouvé un avocat en droit civil spécialisé dans les litiges contractuels et la défense contre les ordonnances de protection. Nous sommes rencontrés cette semaine-là. Je lui ai montré tous mes documents. L'avocate a tout examiné attentivement, puis m'a dit que mon dossier était solide mais qu'il fallait être extrêmement prudent. L'ordonnance de protection, bien que temporaire et basée sur des faits mensongers, est juridiquement contraignante, a-t-elle expliqué. Si vous la violez, même accidentellement, vous serez arrêté. Cela nuirait à votre crédibilité lors de l'audience. Alors, que faire? Vous la respectez à la lettre. Aucun contact avec elle, sous aucune forme. Bloquez-la partout pour éviter tout risque de communication accidentelle. Laissez-la penser qu'elle a gagné. Pendant ce temps, nous préparons l'audience. J'ai suivi les conseils de mon avocate à la lettre. J'ai bloqué le numéro de Chloé, son email, et tous ses réseaux sociaux. Il m'était impossible de la contacter même si je le voulais. Je ne me suis approché ni de chez elle ni de son travail. Je n'ai pas posé de questions à nos amis communs. Je n'ai rien publié sur les réseaux sociaux. J'ai disparu de ça. Vie complètement, comme l'exigeait l'ordonnance. Mais j'ai aussi déposé mon propre dossier, une procédure devant le tribunal de proximité pour les 4 000 € qu'elle me devait. La législation permet de poursuivre pour des sommes allant jusqu'à 10 000 €. Mon dossier était limpide. Elle avait emprunté de l'argent, promis de le rendre, et ne l'avait pas fait. J'avais la preuve écrite de tout cela. Mon avocate m'a aidé à déposer les documents. Nous avons inclus toutes les preuves, les textes, le virement, tout. Chloé recevrait la notification de la plainte séparément de l'ordonnance. Puis, j'ai attendu 3 semaines jusqu'à l'audience. Je la laissais penser qu'elle m'avait fait taire. Le jour de l'audience est arrivé. Nous nous sommes retrouvés au tribunal de grande instance un mardi matin. Chloé était là avec son propre avocat, une femme qui semblait habituée au dossier d'ordonnance de protection. J'étais là avec mon avocate. La juge, une femme d'expérience, a appelé l'affaire et a demandé à Chloé de présenter ses preuves justifiant le maintien de l'ordonnance. L'avocate de Chloé a commencé. Elle a affirmé que je la harcelais pour de l'argent depuis des mois, que je m'étais présenté chez elle sans invitation et refusais de partir, que mes propos l'avaient fait craindre pour sa sécurité. Ils ont diffusé l'enregistrement audio monté. La juge a écouté. Elle a demandé, Y a-t-il là moindre preuve de menace explicite? L'avocate a balbutié, Votre honneur. Le comportement et le ton du défendeur constituent du harcèlement. Il est venu sans y être invité et a refusé de partir. C'est un comportement menaçant. Mais y a-t-il eu des menaces explicites proférées, a insisté la juge. L'avocate de Chloé a répondu, son insistance et son refus de partir ont créé un environnement menaçant. La juge n'avait pas l'air convaincue, mais l'a laissé continuer. Ils ont montré des SMS où je demandais le remboursement. Sortis de leur contexte pour faire croire à un harcèlement obsessionnel. Mais
Il ne pouvait montrer aucune menace réelle, car je n'en avais jamais proféré. Puis, ce fut notre tour. Mon avocate s'est levée et a exposé nos arguments avec calme, votre honneur, cette ordonnance est utilisée pour éviter le remboursement d'une dette légitime. Monsieur Raphaël a prêté à la partie adverse 4 000 € avec des documents clairs prouvant l'accord de prêt et sa promesse de remboursement. Lorsqu'il a demandé à être remboursé, elle a déposé cette fausse ordonnance pour le réduire au silence. Mon avocate a montré à la juge tous nos documents. La demande de prêt original, le virement bancaire, et l'historique complet des SMS montrant que chacune de mes demandes était calme et raisonnable. Elle a aussi précisé que j'avais lancé une procédure civile pour cette dette, prouvant qu'il s'agissait d'un litige financier et non d'une affaire de harcèlement. L'enregistrement audio fourni et monté et décontextualisé, a poursuivi mon avocate. Monsieur Raphaël est allé à sa résidence une fois pour demander à parler du remboursement. Il a frappé à la porte et a demandé à discuter. Quand elle n'a pas répondu, il est parti. Ce n'est pas du harcèlement, c'est un créancier qui cherche à récupérer son dû. La juge a examiné les pièces avec soin, a demandé à voir l'historique complet des SMS que mon avocate avait imprimés intégralement. Après quelques minutes, la juge s'est adressée aux deux parties, demandant à Chloé si je l'avais jamais menacée de violence physique. Chloé a hésité avant de dire « il m'a fait me sentir menacée ». La juge a rappelé que ce n'était pas la question et a reposé la même interrogation. Chloé a répondu « non ». Chloé a affirmé que je n'arrêtais pas de réclamer de l'argent et que je l'avais fait plus de 3 fois en une semaine. Elle a prétendu que lorsque je suis venu chez elle, j'avais refusé de partir. Mais comme elle ne pouvait prouver aucune tentative de force, la juge est restée de marbre. Elle a posé les dossiers et s'est adressée directement à nous. Ce tribunal n'est pas l'endroit pour régler des dettes financières ou des querelles personnelles. Chloé, vous avez emprunté de l'argent à Monsieur Raphaël avec une promesse écrite de rembourser. Il est en droit de chercher à récupérer son dû par les voies légales appropriées, ce qu'il a fait en déposant une plainte civile. Elle a regardé Chloé sévèrement, déposer une ordonnance de protection pour éviter de payer une dette légitime est un abus de procédure. Ces ordonnances existent pour protéger les gens de menaces réelles, pas pour être utilisées comme des armes contre des créanciers. La juge a revu les documents une dernière fois, puis a rendu sa décision. L'ordonnance de protection temporaire est levée immédiatement. Monsieur Raphaël est libre de poursuivre sa procédure civile sans restriction. Chloé, vous avez de la chance que je n'impose pas de sanctions pour procédure abusive. Je vous suggère de régler votre dette avant l'audience au tribunal civil. Elle a frappé son marteau, audience levée. J'ai senti un immense soulagement m'envahir. Enfin, justice. Chloé semblait stupéfaite. Son avocate a rassemblé ses papiers précipitamment, voulant clairement partir. Mon avocate s'est tournée vers moi, un résultat parfait. Maintenant, nous nous concentrons sur le dossier civil. Je l'ai remercié. J'ai vu Chloé et son avocate quitter la salle sans croiser mon regard. 3 semaines plus tard, nous avions l'audience au tribunal civil. Nous avions un autre juge, un homme d'âge mûr. J'ai présenté mon cas, montré à nouveau tous les documents. L'accord par SMS, le virement, la promesse écrite de rembourser, et la preuve qu'elle avait reçu son remboursement d'impôt il y a des mois. Mon avocate n'était pas requise, les gens se représentent souvent seuls, mais elle m'avait parfaitement préparé. Chloé s'est représentée elle-même. Son avocat ne gérait visiblement pas ce genre de dossier. Chloé a tenté de jouer sur l'émotion, disant que j'essayais de la contrôler financièrement. Que le prêt était en réalité un cadeau, que j'utilisais la justice pour la harceler. Le juge l'a coupé, avez-vous une
Preuve écrite indiquant qu'il s'agissait d'un cadeau et non d'un prêt. Non. A-t-elle répondu. Avez-vous promis par écrit de rembourser, a ajouté le juge. J'ai dit que je le ferais avec mon remboursement d'impôt, mais... A-t-elle tenté d'expliquer. Avez-vous reçu votre remboursement d'impôt, a coupé le juge. Chloé est restée silencieuse. Répondez à la question, s'il vous plaît. Oui, a-t-elle dit. Et combien avez-vous rendu à monsieur Raphaël? A demandé le juge. Rien, mais j'avais d'autres dépenses. Ce n'est pas pertinent pour savoir si la dette existe, a répondu fermement le juge. Les preuves montrent clairement que vous avez emprunté 4 000 € avec une promesse de remboursement. Vous avez reconnu cette dette à plusieurs reprises. Vous avez reçu les fonds que vous deviez utiliser pour rembourser et avez choisi de ne pas le faire. Il a relu les documents et a rendu son jugement, je tranchant. Faveur du plaignant. Mademoiselle Chloé, vous devez à monsieur Raphaël 4 000 € plus les frais de dossier de 75 €. Total, 4 075 €. Il a regardé. Chloé, vous avez 30 jours pour payer la totalité ou convenir d'un plan de remboursement. À défaut, cela entraînera une saisie sur salaire ou sur compte bancaire. Un autre coup de marteau, affaire close. Chloé a quitté la salle rapidement, le visage rouge, visiblement humilié. J'étais satisfait. Toute cette situation avait été stressante, mais je ressentais la satisfaction d'avoir obtenu justice. 30 jours ont passé. Chloé n'a rien payé, ne m'a pas contacté pour un plan de remboursement, elle a ignoré le jugement. Je suis donc retourné voir mon avocate pour connaître les étapes de recouvrement. Elle m'a expliqué le processus. Je pouvais demander une saisie sur salaire si elle travaillait, ou une saisie sur compte si elle avait des fonds en banque. Grâce à quelques recherches basiques sur ses réseaux sociaux, toujours publics, j'ai confirmé qu'elle avait trouvé un emploi à temps plein dans une entreprise de taille moyenne. Elle ne faisait plus de freelance, ce qui signifiait qu'elle avait un salaire régulier saisissable. Mon avocate a déposé les documents pour la saisie sur salaire. Le tribunal a approuvé. L'ordre a été envoyé au service de paie de son entreprise. À partir du mois suivant, une partie de son salaire, calculée selon la loi, serait automatiquement déduite et m'arriverait jusqu'au remboursement total. Elle n'avait plus le choix. Chaque jour de paie, elle verrait son argent quitter son compte pour aller vers moi. La saisie a commencé. Environ 6 semaines après le jugement. J'ai reçu le premier versement par virement, puis un autre le mois suivant. À ce rythme, il faudrait environ 18 mois pour couvrir la dette et les frais. Mais le délai m'importait peu. Ce qui comptait, c'était qu'elle soit tenue pour responsable, qu'elle ait tenté d'utiliser le système judiciaire contre moi et qu'elle ait échoué. Son ordonnance de protection avait été annulée avec un avertissement sévère du juge. Elle avait perdu son procès civil avec un jugement public à son encontre. Maintenant, elle devait voir une partie de chaque fiche de paie aller directement dans ma poche pour 1 an et demi. Son plan s'était retourné contre elle de manière spectaculaire. Je pensais à tout cela un soir en regardant la dernière notification de virement. Chloé avait pensé qu'une ordonnance de protection me ferait taire. Elle pensait que j'aurais trop peur des conséquences légales pour réclamer mon dû, ce qui lui permettrait de s'enfuir avec 4 000 €. Mais je n'avais pas violé l'ordonnance. Je l'avais suivie à la lettre. Utilisant ce temps pour construire mon dossier, réunir des preuves et lancer mes propres actions. Je l'avais laissé penser qu'elle avait gagné pendant que je préparais tranquillement la destruction de sa stratégie. Et lorsque nous nous sommes retrouvés au tribunal, la vérité était évidente pour les juges. C'était elle la manipulatrice. J'étais celui qui cherchait une résolution légitime à un litige financier. On ne détruit pas quelqu'un en criant plus fort ou en devenant agressif.
On le fait en restant calme, en suivant les règles à la lettre et en laissant leurs propres mensonges s'effondrer sous le poids des preuves. La tentative d'ordonnance de protection de Chloé fait désormais partie du registre public. Toute personne recherchant son nom dans le système judiciaire trouvera qu'elle a été déposée puis annulée comme abusive. Le jugement civil est aussi public, documentant qu'elle a emprunté de l'argent et a refusé de rembourser, jusqu'à ce qu'elle y soit contrainte par la loi. Sa crédibilité est définitivement entachée pour toute procédure future. La relation a mal tourné. La rupture a été douloureuse. Découvrir la tromperie m'a blessé. Mais au moins, j'ai obtenu justice face à cette manipulation financière. Au moins, je n'ai pas laissé le système judiciaire se retourner contre moi. Au moins, j'ai prouvé que rester calme et stratégique l'emporte toujours sur la colère. Avec le recul, voici ce que j'ai appris, documenter tout. Chaque transaction financière. Chaque promesse, chaque conversation. Vous ne savez jamais quand vous aurez besoin de preuves pour vous protéger. Restez calme lorsque quelqu'un tente de vous manipuler. Plus vous devenez agressif, plus vous entrez dans son jeu. En restant mesuré, j'ai conservé ma crédibilité tandis que les affirmations de Chloé s'effondraient. Respecter les ordres légaux parfaitement, même lorsqu'ils sont injustes. L'ordonnance était basée sur des mensonges, mais la violer m'aurait seulement porté préjudice. En lui obéissant, j'ai montré à la juge que j'étais raisonnable tandis que Chloé était manipulatrice. Utiliser le système correctement au lieu de le combattre. J'aurais pu tenter de confronter Chloé directement ou de faire pression via des amis communs. Au lieu de cela, j'ai utilisé le tribunal de proximité, le canal légal approprié pour le recouvrement de dettes. Laisser les mensonges des gens se détruire eux-mêmes. Je n'avais pas besoin de convaincre les juges que Chloé mentait. J'avais juste besoin de présenter la vérité clairement et de les laisser voir les contradictions dans son récit. La patience paie. Il a fallu des mois entre le prêt et le dernier ordre de saisie. Mais en étant patient et stratégique, j'ai obtenu un meilleur résultat que n'importe quelle confrontation violente. Certaines personnes essaieront de tout utiliser contre vous, même les systèmes censés protéger les victimes. La seule défense est de rester droit, d'être documenté et de laisser la vérité parler d'elle-même. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas une vengeance du tout. C'est juste la justice. Une justice lente, méthodique, inévitable. Et c'est exactement ce que j'ai obtenu.